Naïma. Quand j'ai vu Naïma pour la première fois, je ne pouvais deviner que derrière ce grand sourire et cette gentillesse inhabituelle se cachait le destin d'une femme tellement courageuse. Ce n'est qu'au fil des rencontres et des brefs échanges que j'ai pu déceler cette énorme faille sur laquelle elle s'était construite. Comme les soufis, j'ai appris à fermer les yeux. Les apparences sont souvent trompeuses et à ouvrir le cœur pour aller à la rencontre de l'autre. Car c'est là que je touche à la beauté et à l'essence de l'humanité, profondément, intensément. Naïma a 45 ans, elle est joviale et avenante, mais extrêmement discrète. Elle vit avec Karim, son fils de 20 ans, dans la vieille Médina de Tanger, ce quartier hors du temps qui surplombe la ville et la mer Méditerranée, faisant face à l'Espagne. Son petit 2 pièces sur 2 étages se situe en contrebas de Bab el-Bahar, porte de la mer en arabe, dans une ruelle populaire nommée Jnan Hattan, le paradis du capitaine en arabe. Toute jolie et colorée, le bleu des murs et portails lui donne un parfum de Grèce et bordé de plantes vivaces bien entretenues. Naïma s'y sent tellement bien. La vie y grouille, de jour comme de nuit, autour de ces petits commerces d'antan restés intacts. Les jeunes enfants s'amusent et hurlent dans la rue, tandis que les dealers de hashish, eux-mêmes du quartier, sous leur air faussement discret, organisent leur trafic au vu de tous. Originaire de Souk l'Arba, signifiant marché du 4e jour ou marché du mercredi en arabe, une petite ville située à 140 km au sud de Tanger, Naïma est venue s'installer dans la Médina, suite à son divorce alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Cela fait donc presque 20 ans aujourd'hui qu'elle y mène une vie tranquille. En arrivant dans la Médina, elle logea non loin de là, chez une cousine éloignée qui accepta de l'héberger, le temps qu'elle s'organise et trouve un travail. Puis, dès qu'elle décrocha son premier contrat stable dans une maison d'hôte du quartier, non loin, la Casbah pullule d'anciennes maisons aménagées en riad chic où les étrangers viennent goûter à l'exotisme de ce lieu unique, elle loua un logement pour elle et son fils et put enfin démarrer une nouvelle vie. Naïma s'en souvient douloureusement de toute cette période de sa vie qui démarra par son mariage et se prolongea jusqu'aux 3 premières années qui suivirent son installation dans la Médina. Cela fut tellement traumatisant qu'elle est incapable encore aujourd'hui de poser des dates. Elle avait refoulé cet épisode comme pour se protéger et avancer. Combien de temps s'est passé entre son mariage, son divorce, son installation chez sa cousine et son emménagement dans sa maison actuelle? Des années qu'elle avait méticuleusement enterrées comme une période maudite de sa vie. Karim symbolise pour elle la récompense. Il est son rayon de soleil. Il a été ce qui la fit tenir et son existence justifie aujourd'hui amplement tous les sacrifices de sa vie de femme et de sa vie tout court. Il trouva du travail juste après son baccalauréat, qu'il obtint de justesse. Cela fait 2 ans qu'il a acquis une certaine autonomie. Il s'est offert une moto pour circuler dans la ville, mais continue à vivre sous le même toit que sa mère. Karim encourage, depuis quelque temps, sa mère à chercher un mari, car dans ce pays profondément baigné par la culture musulmane, une femme sans homme ne peut avoir une vie décente. Il est temps qu'elle profite de la vie. Les 20 dernières années avaient été consacrées à assurer sa survie et élever son fils, et au fond d'elle-même, elle en tire une certaine fierté, elle qui a quitté l'école à 13 ans et grandi à la campagne où l'éducation des filles se résume à savoir tenir une maison, cuisiner et s'occuper des enfants dans la perspective de gérer un foyer. Alors qu'elle avait perdu sa mère jeune, Naïma affirme ne pas avoir manqué d'amour durant son enfance. Elle a vécu dans une sorte d'insouciance, dans une maison toujours pleine. Elle adorait son père qui la couvrait de tendresse en étant en permanence attentif à son bien-être. Et cela l'a comblée. Elle est la fille unique d'une fratrie de 5 enfants.
Sa belle-mère, quant à elle, était trop investie par tenir sa maison et préparer les repas pour lui porter la moindre attention, comptant sur les aînés pour s'occuper de leur sœur. Naïma se souvient que quand elle avait eu ses premières règles, sa belle-mère, qu'elle appelait sa mère d'ailleurs, se trouva trop affairée ce jour-là, et elle ne put lui annoncer la nouvelle. Elle l'avait gardée alors pour elle. Elle ne pouvait évoquer cette chose intime avec ses frères, et s'était arrangée avec les moyens du bord, utilisant un bout de torchon blanc en guise de serviette hygiénique. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'elle lui en fit part. C'était la veille du premier Ramadan qui devenait obligatoire pour elle. Quel chemin parcouru! Aujourd'hui, Naïma vit loin de sa famille. Ce fut un choix et la seule façon de s'en sortir. Aucun membre de sa famille, ni même son père, qui était décédé depuis, ne l'avait aidée pendant toutes ces années. Et d'ailleurs, elle n'avait jamais demandé d'aide à personne, par défiance sûrement, même si à certains moments de cette période maudite, comme elle se plaît à la nommer, elle aurait pu se laisser tenter par la prostitution pour sauver sa peau et celle de son fils. Sa force l'empêcha de sombrer, même à certains moments critiques où elle fut confrontée à la faim et dut se contenter d'un seul repas par jour. Naïma, sans l'exprimer véritablement, semble tirer une certaine fierté de son courage. Elle savait, elle avait la force de caractère de sa mère défunte, on lui l'avait dit à plusieurs reprises, et cela avait fini par s'imprimer profondément en elle. Mais sa foi religieuse l'a aussi beaucoup soutenue. Dans les moments difficiles, elle s'en est toujours remise à Allah, Dieu, le protecteur et rédempteur de tous les musulmans, et cela lui a plutôt réussi. Aujourd'hui plus que jamais, elle reste convaincue qu'il l'a sortie d'affaire dans toutes les situations critiques. Elle s'estime chanceuse et cela ne fait qu'accroître sa foi en Dieu. En bonne croyante, elle ne manque aucune des 5 prières, même si elle rassemble généralement celle du Dohr et de l'Asr pour s'en acquitter le soir en décalé en rentrant chez elle, et au-delà de la pratique du Ramadan, elle jeûne plusieurs jours par an pour obtenir les faveurs de Dieu. Elle habite à une centaine de mètres à vol d'oiseau de la mosquée de la Casbah. Autant dire que même si elle ne s'y rend jamais, dans la Médina, ces lieux de culte sont principalement fréquentés par les hommes, l'espace alloué aux femmes réduit à sa portion congrue, elle peut entendre le muezzin, comme s'il était chez elle, surtout lors du prêche du vendredi. L'appel à la prière fait partie des sons qui rythment la journée et la nuit de la Médina, peut-être parce que les voitures n'y entrent pas. Le moindre bruit occupant l'espace venant s'ajouter au chant des mouettes et au miaulement des chats. Au début, elle avait dû s'habituer à la cohabitation avec les chats. Admirés pour leur propreté, ils étaient, paraît-il, appréciés du prophète Mahomet. Ces derniers ont une place à part, un statut quasi équivalent à celui des vaches en Inde. Ils se développent à une vitesse incroyable, tout le monde les nourrit, et il ne faut surtout pas être surpris à les maltraiter. Naïma n'a aucun penchant pour ces animaux sournois, mais elle les tolérait jusque-là car elle disait que leur présence était un gage de propreté, du fait qu'ils chassent les rats. Elle avait noté à son grand désarroi que c'était même pas le cas, car ils étaient tellement gavés de nourriture qu'ils pouvaient laisser les rats déambuler sous leurs yeux sans que ces derniers ne suscitent de leur part le moindre intérêt. En revanche, elle s'évertue à disposer en permanence des bouteilles d'eau dans lesquelles elle dissout quelques grammes de safran pour les colorer. Il paraît que cette couleur jaune au soleil brûle les yeux des chats et les éloigne. Y avait-il quelque part une preuve scientifique de ce phénomène? En tout cas, cela fait partie des croyances populaires et cela semblait fonctionner, car depuis qu'elle le mettait en pratique, elle ne voyait plus les convois de chats, parfois par bandes de 6 ou 7, se pointer devant sa porte, attendant leur dû de nourriture. Même si Naïma arbore le plus souvent des vêtements modernes, jogging ou pantalon, avec des baskets aux pieds, parce que c'est plus pratique pour son travail, elle veille à ce qu'aucun centimètre de peau ne soit visible.
Elle n'a aucune envie d'attirer l'attention de personnes malveillantes qui mettraient en doute sa probité. En revanche, elle ne couvre jamais ses cheveux noirs et brillants, épais et légèrement bouclés, qu'elle noue généralement en arrière, en un joli chignon à la base du cou. Récemment, elle avait rencontré un homme, Hichem. Elle aimait ce prénom qui avait fait partie de la liste des prénoms retenus pour son fils, qui lui semblait convenable dans la maison d'hôte où elle faisait le ménage, de 9h à 13h tous les jours. C'était un artisan qui effectuait de petites réparations, du débouchage des salles de bain aux accrochages de nouvelles décorations. C'était en quelque sorte l'homme à tout faire auquel la propriétaire recourait au moindre souci qu'elle rencontrait. C'était fréquent au Maroc, quasi culturel et ancré dans les mœurs locales. Enfin, c'est ce qu'elle pensait, elle qui n'avait jamais quitté le pays. Quand on mettait la main sur une personne de confiance, on faisait en sorte de la solliciter systématiquement. Il ne s'agissait pas de compétence, mais d'engagement. Pour ne perdre ni la face ni la cliente, Hichem déployait alors un maximum d'ingéniosité, et la catastrophe se trouvait souvent évitée. En revanche, les réparations pouvaient durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et donner lieu à des allers-retours incessants, jusqu'à ce que la bonne situation soit trouvée. Cela arrangeait tout le monde, le client qui avait la confiance et l'artisan qui opérait en terrain conquis. Quand Naïma vit Hichem pour la première fois, alors qu'elle finissait son service et s'apprêtait à partir, elle ressentit un petit nœud à l'estomac, une sensation nouvelle, inqualifiable entre la douleur et l'excitation. Leurs regards se croisèrent à peine. Il s'était approché d'elle pour lui demander ce qu'elle faisait là. Elle lui avait expliqué qu'elle nettoyait les chambres, et avec son naturel habituel, elle s'exprimait toujours avec un grand sourire qui illuminait son joli visage. Elle respirait la bonne humeur en permanence, comme si la vie l'avait comblée. Et Hichem lui proposa d'emblée une promenade au bord de la mer, sur la fameuse corniche, le rendez-vous incontournable des amoureux de Tanger. Naïma hésita quelques secondes avant d'accepter. Elle serait libre dimanche, son jour de repos. Elle, qui avait pour habitude d'être dans la retenue en pareilles circonstances, se sentit désinhibée. Était-ce parce que son fils ne cessait de lui rappeler la nécessité de trouver un homme, un mâle pour protéger sa mère, ce qui lui permettrait à lui de prendre son envol, sans culpabilité. Hichem et Naïma se retrouvèrent donc à 19h précises, devant l'entrée du Marina Bay, cet hôtel mythique de la grande baie de Tanger, récemment rénové et trônant désormais face au nouveau port de plaisance, qui abrite des yachts somptueux venant de toute l'Europe. En le voyant arriver de loin, elle remarqua sa grande taille et ses larges épaules sculptées, pensa-t-elle, par le travail physique. Elle le trouva élégant et à son goût. Elle continua à l'examiner quand il s'approcha d'elle et la salua timidement avec un léger sourire, sans tenter le moindre contact. Il portait un pantalon beige et une chemise blanche bien repassée, et était de surcroît parfaitement rasé et parfumé de façon délicate. Hichem s'était procuré la veille un flacon à l'ambre chez Madini dans le Grand Soko, la plus ancienne parfumerie de Tanger, qui confectionne des senteurs artisanales à des prix abordables. Puis ils traversèrent l'avenue et marchèrent côte à côte le long de la jetée, en passant à proximité des bateaux de plaisance amarrés, tout en se racontant leur semaine. Il lui proposa un dîner dans un restaurant de poissons du port où l'on servait des tapas. Pour elle qui ne quittait presque jamais la Médina, le cocon qu'elle s'était choisi, sa maison s'y trouvait, son travail, tous ses repères. Cette petite sortie à quelques 20 minutes à pied de chez elle l'avait fait entrer subitement dans un autre univers qu'elle ignorait, et cela lui avait fait un bien fou. Elle en ressentait encore l'effet grisant, plusieurs mois plus tard. Elle s'en souvient comme de ces rares voyages où elle allait rejoindre sa cousine sur la plage d'Azela, à moins d'1 heure de Tanger, pour admirer l'Atlantique et déguster du bon poisson. Ce soir-là, après un moment de gêne, une fois installée à table, elle retrouva son entrain habituel, et ils passèrent un moment agréable, se contentant d'observer et de critiquer les personnes assises autour d'eux. Après tout,
c'était un sport national. Engager une conversation plus intime n'était facile, ni pour elle ni pour lui, et ils ne parlèrent aucunement de leur passé respectif. La seule chose qu'ils évoquèrent, c'est leur statut libre en quête de conjoint, lui avec ses 4 enfants et elle avec son fils. Hicham réussit à lui dire qu'il voulait du sérieux avec elle, qu'il était prêt à se marier, ses enfants ayant pris leur indépendance. Cela avait émoustillé Naïma, qui se surprit à rêver de sa future vie de femme mariée. Enfin, elle pourrait être heureuse, elle pourrait se reposer sur un homme respectable, un vrai. Hichem fit une partie du chemin de retour avec elle. Ils se quittèrent à l'entrée de la Médina. Elle ne souhaitait pas que ses voisins la voient, accompagnée d'un homme. Elle tenait à sa réputation, qu'elle avait réussi à sauvegarder au prix d'une vie entière dans l'abstinence. Elle n'était certainement pas armée pour faire face à des allusions désobligeantes, surtout pas venant de ses voisins, dont certains, elle le savait, cultivaient une vision très traditionnaliste, pour ne pas dire arriérée des femmes. D'ailleurs, elle le surprit plus d'une fois, assis sur de vieux tabourets en bois en bordure de sa ruelle, discutant entre eux, lançaient des sirva, salputes en arabe, avec une telle violence dès qu'ils voyaient passer une femme portant un short ou une jupe, les jambes forcément dénudées, généralement une touriste étrangère qui ne pouvait comprendre le sens de leurs propos, même si le ton pouvait laisser deviner leur caractère menaçant. D'ailleurs, il ne se gênait pas, dès que l'occasion se présentait, pour reluquer la chair nue, avec un dégoût mélangé de désir, une émotion qui les perturbait et contre laquelle ils se débattaient intérieurement. Ce soir-là, Naïma mit du temps à trouver le sommeil. Couchée dans son lit, les idées se bousculaient dans son esprit. Était-ce bien l'homme qu'il lui fallait ? Elle faisait confiance à son intuition, et dans ce cas précis, ses ressentis positifs la mettaient en confiance. Elle finit par trouver le sommeil après avoir pris la résolution d'en savoir plus sur cet homme qui restait un étranger pour elle. Mais d'abord, elle devait obtenir l'accord de son fils, car s'il ne plaisait pas à ce dernier, elle arrêterait tout. Elle cherchait un homme compréhensif, tendre et surtout pas menteur. C'était doublement important. Elle avait subi un mensonge terrible de la part du père de son fils, et se considérant comme parfaitement intègre, elle aspirait à trouver un homme qui sur ce point lui ressemble. Dès le lendemain, Naïma parla à son fils, qui lui proposa d'emblée de l'inviter à prendre le thé un soir de la semaine, afin qu'il puisse faire sa connaissance. Hichem fut tout excité d'apprendre cette nouvelle et accepta de se rendre disponible. C'est ainsi que Hichem se présenta chez elle, 2 jours plus tard, après le travail, et le courant passa tout de suite entre les 2 hommes. Karim n'avait vu son père qu'une seule fois, alors qu'il avait 7 ans. Il s'en souvient à peine. De cette absence de père, il avait fini par nourrir au fond de lui, à son insu, une certaine défiance vis-à-vis de l'autorité, et cultiver une certaine distance avec ceux qui voulaient s'imposer. En revanche, il avait tendance à être spontanément dans des rapports de séduction, face à des hommes du même âge que son père, qui le valorisaient, comme s'il voulait leur plaire à tout prix et retrouver symboliquement le père qu'il n'avait pas eu. Hichem semblait comprendre la situation de Karim et obtint sa bénédiction aisément, de sorte que Naïma s'organisa dans la foulée pour mener sa petite enquête, de façon discrète. Elle commença par interroger les membres du personnel de son employeur. Dans un premier temps, elle fut découragée car elle ne put obtenir d'informations précises. Mais quand elle questionna Malika, qui officiait comme cuisinière, cette dernière vint la voir quelques jours plus tard pour lui dire qu'elle avait surpris une conversation téléphonique de Hichem avec sa fille, avec qui il entretenait une relation privilégiée. Ce dernier la suppliait de convaincre sa mère de lui donner son accord pour épouser une seconde femme. Cette deuxième épouse dont il parlait ne pouvait être que Naïma. Quand Malika lui annonça la nouvelle, pendant quelques secondes, elle se sentit comme sur le point de s'effondrer.
Mais elle décida de se ressaisir et retrouva son calme. Elle ne dit rien, lui lança machinalement les lertek, en arabe que Dieu te protège. Puis, prétextant son retard pour un rendez-vous chez le médecin, elle s'éclipsa et quitta le riad prestement. Une fois chez elle, Naïma appela Hichem. Elle voulait lui régler son compte à ce menteur. À peine lui avait-elle dit qu'elle savait qu'il lui avait menti sur sa situation matrimoniale, qu'il lui raccrocha au nez. Elle resta, littéralement interdite quelques minutes, face à une telle lâcheté et inconsistance, avant de reprendre ses esprits. Hors de question de se laisser abattre par les agissements de ce minable. L'honneur était sauf. C'était le mektoub, en arabe, son destin. Elle avait laissé la chance à la vie pour prendre un autre tournant, mais ça n'avait pas fonctionné. Elle se trouvait à nouveau au point de départ. Ce qui la perturbait, tout particulièrement, c'était de se trouver pour la deuxième fois de sa vie confrontée à un mensonge de la part d'un homme. Elle resta littéralement sidérée par cette répétition, qu'elle vivait comme une véritable sentence, à laquelle elle ne pouvait échapper, et qui soudain la replongeait dans un passé qu'elle avait tenté d'enterrer à jamais. Naïma répétait sans cesse pour se rassurer. L'ktoub ma'andosh rjl. En arabe, le mensonge n'a pas de pied. Naïma en sait quelque chose. Même son cousin germain, Majid, le père de son fils, auquel elle a été mariée sans son consentement, lui avait menti sur sa situation, non seulement à elle, mais à toute la famille. Divorcé d'une première femme avec laquelle il n'avait pas eu d'enfant, ce qui était extrêmement rare dans un pays où la procréation est la vocation première du mariage, il avait néanmoins indiqué bénéficier d'une situation professionnelle stable. C'était le sésame pour demander la main d'une femme. Son oncle l'avait cru sur parole. Il n'est pas d'usage de mettre en doute la parole des personnes de la famille. En réalité, le père de Naïma faisait partie de la catégorie des hommes faibles. Il se débrouillait comme il pouvait pour nourrir sa famille, dont sa deuxième femme, qu'il a épousée suite au décès en couche de la mère de ses 4 enfants. Constamment sous pression financière, il voyait dans le mariage de sa fille à la fois la perspective d'économie substantielle avec une bouche en moins à nourrir et l'opportunité d'une entrée d'argent frais, avec le sadaq, la dot en arabe, versée traditionnellement par le futur époux à l'épouse en signe de respect et d'engagement. Cette opération allait le renflouer, temporairement. Naïma, qui venait de fêter ses 19 ans, avait imploré de son père de lui accorder un peu de temps pour connaître celui qui allait devenir son futur époux et qui avait 13 ans de plus qu'elle. Mais il n'avait rien voulu savoir. Le marché était conclu. Tout s'était organisé en moins de 2 semaines. Et Naïma se trouva propulsée dans tous les préparatifs, sans pouvoir dire un mot. Elle n'avait pas le droit de donner son avis, elle aurait espéré juste un mois de réflexion. Elle avait finalement eu la sensation amère d'avoir été l'objet d'une transaction qui la dépassait, comme si elle avait été vendue par son père. Depuis ce jour, ses sentiments à son égard commencèrent à se transformer. La nuit de noces fut une épreuve. Alors que la fête organisée dans la maison de ses parents, de son père et de sa belle-mère, plus précisément, battait encore son plein juste après la signature de l'acte en présence des Edoul, l'homme qui était devenu son époux, avec la bénédiction de Dieu, l'avait entraîné discrètement dans une pièce préparée pour ce rituel barbare. Naïma suivit Hichem en avançant péniblement à petits pas. Le poids de la tenue et des bijoux d'apparat qu'elle portait ne lui permettait pas de se mouvoir comme elle voulait. On ne lui avait rien dit de précis. On entretenait le silence autour de la sexualité, si ce n'est qu'il fallait qu'elle se laisse faire, qu'elle ressentirait peut-être une douleur fugace, dont elle se remettrait rapidement. Sa belle-mère, pour laquelle elle ne cultivait pas une grande affection, lui avait soufflé dans l'oreille, alors qu'elle finissait de se préparer pour la cérémonie. « Ne t'inquiète pas, ma fille, tout va bien se passer. » Elle avait répondu machinalement, « Entendu, ma mère. » Elle l'avait appelée mère dès le premier jour. Elle avait alors à peine 7 ans, car elle ne savait pas trop comment l'appeler.
En partie pour faire plaisir à son père qui avait cru trouver un substitut à sa première femme décédée brutalement en couche, qu'il avait laissée démunie avec ses 4 enfants, dont il ne savait que faire. Naïma ne savait pas au juste de quoi sa belle-mère parlait, mais elle était trop émue pour la questionner. Faisait-elle allusion au mariage ou à autre chose? Elle aurait tellement aimé avoir sa vraie mère à ses côtés ce jour-là. La veille, il y avait eu la cérémonie du hammam, suivie du henné. Son corps tout entier avait été gommé comme jamais. Elle était sortie de là avec des rougeurs partout, et même qu'à certains endroits des égratignures. La tbaha, une femme bien charnue, y avait été de main forte, sachant qu'elle préparait une future mariée. Elle ne cessait de marmonner en même temps qu'elle lui frottait vigoureusement la peau, qu'il fallait être plus propre que propre, plus pur que pur. En même temps qu'elle lui frottait, Naïma s'est sentie dans cet instant particulier comme liée à cet inconnu qui déployait un effort surhumain dans ses gestes qu'elle pouvait mesurer par une respiration de plus en plus saccadée. Avant de rejoindre le hammam, Naïma s'était fait épiler tout le corps, y compris le sexe. Là aussi, ce ne fut pas une partie de plaisir pour elle qui était assez poilue. Chez une voisine de ses parents, Habiba, qui arrondissait ses fins de mois en rendant ce type de service. Cette dernière n'avait reçu aucune formation spécifique, mais à force, avait fini par trouver la bonne technique pour appliquer et retirer la pâte concoctée à base de miel et de fleurs d'oranger, qu'elle aimait à malaxer du bout des doigts. Toujours appliquée dans le sens des poils et retirée dans le sens contraire, répétait-elle, pour montrer à quel point elle maîtrisait une technique infaillible, avec une efficacité et une rapidité dans le geste, pour arracher même les poils les plus rebelles, tout en amenuisant la douleur. Son corps, astiqué de la sorte, était prêt à être consommé. La sensation de bien-être que lui avait procuré le hammam en particulier, qui s'était terminé par un massage de tout le corps à l'huile d'amande douce, la transporta dans un état cotonneux. Naïma se sentait comme en lévitation. Les personnes de son entourage s'affairaient autour d'elle, la Negefa, aînée traditionnellement chargée de préparer la mariée pour ses noces, qui repassait sa tenue, et son acolyte préparait le henné, à appliquer, avec une seringue sur les mains et les pieds. Naïma n'aimait pas le henné, du fait de cette couleur orangée qui restait sur la peau pendant des semaines, voire des mois, et qui lui rappelait ses vieilles tantes et leur peau ridée. Ça faisait vieux et sale. À peine était-elle entrée dans la pièce que son mari, à peine proclamé comme tel, tourna la clé dans la serrure à double tour et lui ordonna « Déshabille-toi maintenant ». Lui qui arborait jusque-là un sourire mielleux, lui fit peur avec ce regard noir posé sur elle, qui ne laissait aucune place pour un quelconque échange. Elle se trouva brutalement désarçonnée, le regardant fixement. Elle laissa couler quelques larmes. La voyant figée, son mari répéta, en levant la voix plus fort. « Dépêche-toi, déshabille-toi, les invités attendent. » Ce rappel finit par la terroriser, et elle fut envahie par une angoisse indescriptible face à ce qui l'attendait. Elle s'exécuta, tentant, tant bien que mal, de dénouer sa large ceinture en plaqué or, puis de se dégager de tous ses tissus brodés, qu'elle rassembla en un gros tas à côté de ses pieds. Elle risquait de déchirer les vêtements, loués très cher pour l'occasion, mais elle n'avait pas le choix, il fallait faire vite. Naïma se tenait debout, tremblante, ne portant plus qu'un caleçon blanc, mettant en valeur ses jolies jambes musclées et qui arrivaient jusqu'au milieu de ses cuisses, et un soutien-gorge en dentelle de la même couleur, couvrant sa poitrine généreuse. Mais vous avait retiré sa djellaba blanche de circonstance et se tenait face à elle avec son serouel et ses chaussettes blanches arrivant jusqu'au mollet. Sa silhouette légèrement bedonnante n'évoquait en rien les corps athlétiques dont elle rêvait en cachette. Sans dire mot, il la tira violemment par le bras et la propulsa vers le matelas. Son cœur battait la chamade, elle était totalement désemparée. Elle voulait crier, hurler, demander de l'aide, mais on la prendrait pour une folle. De toute façon, aucun son ne put sortir de sa gorge. Elle était pétrifiée, même de l'intérieur. Son corps l'avait quittée ou le contraire. Elle ne savait pas vraiment ce qui lui arrivait. À ce moment-là, même il avait décidé de la couper en petits morceaux. Elle n'aurait rien pu ressentir.
Son mari s'approcha d'elle pour lui baisser son caleçon, lui écarta les jambes. Incapable de résister, Naïma ferma les yeux. Elle put sentir le corps de son mari s'affaisser sur elle d'un coup. Puis quelque chose de dur la transperçait de l'intérieur. Elle perçut ensuite un râle étouffé, marquant la fin du calvaire. Puis un liquide chaud et épais s'écoula entre ses cuisses. Son mari se redressa sur le champ, alla vers la porte qu'il entr'ouvrit. Elle entendit à peine des mots chuchotés, et en entr'ouvrant les yeux, elle vit une femme s'engouffrer dans la chambre, qui s'approcha. Elle reconnut la Ngafa, qui lui enjoignit. « Félicitations, ma fille, veux-tu faire un dernier effort et me donner ton caleçon ?» Naïma, encore envahie par une torpeur inhabituelle, rassembla toutes ses forces pour répondre à l'injonction qui lui était faite. En tendant le caleçon, elle remarqua alors qu'il était rouge de sang et que ses mains l'étaient également à présent. Avant de quitter la chambre, elle dit à Naïma : « Lève-toi, ma fille, et va te laver à côté. Tu trouveras une serviette pour te sécher, et je reviens pour t'habiller. » Après que la Ngafa eut refermé la porte, Naïma entendit les femmes entonner des you-you qui durèrent plusieurs minutes. Elle était à présent seule, son mari avait quitté la chambre depuis longtemps. Suite à cela, Naïma resta prostrée sur le lit, les jambes écartées, le corps meurtri, tétanisé, le ventre et les jambes endoloris, l'esprit ailleurs. Sa vie avait basculé. Fini le temps de l'innocence. Par sa défloration, elle était à présent une femme. Elle était tout à coup tombée dans le monde des adultes. Elle éprouvait quelques difficultés à comprendre le sens de la sacralisation de la virginité féminine. D'abord, depuis qu'elle était petite, sa grand-mère l'empêchait de courir avec ses cousins, sauter à l'élastique au risque de perdre sa virginité, ce qu'elle trouvait totalement ridicule. Ensuite, à partir de sa puberté, toutes les interactions avec des hommes étaient considérées comme suspectes, car pouvant conduire à des rapports illicites ou transgressifs. Puis, sa nuit de noces, censée être un moment mémorable, avait donné tous les droits à son époux sur son corps, y compris de lui déchirer de la façon la plus abjecte l'hymen, ce misérable bout de chair qui obstrue le vagin. Comment une chose, considérée comme sacrée, pouvait-elle susciter un comportement aussi bestial? Après tout, au nom de la proclamation de sa virginité, Naïma venait d'être violée par celui qui était censé devenir son époux, et l'honneur de la famille de son mari, sauf, ainsi que celui de sa famille à elle. C'était par cet acte brutal que le mariage se trouvait consacré socialement et que Naïma devenait une digne épouse. Pourquoi, alors que la religion exige la virginité pour le mariage, aussi bien pour l'homme que pour la femme, les traditions sociales ont-elles conservé cette exigence uniquement pour la femme? À la limite, un homme est presque encouragé à avoir des expériences avant le mariage, sinon il peut devenir la risée de tous. Et si c'était le cas, par quels moyens pourrait-on avoir la preuve qu'un homme est vierge? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un hymen pour l'homme aussi? La suite s'avéra plus cauchemardesque. Dès le lendemain de la nuit de noces, Naïma dut quitter sa maison familiale, avec ses affaires pour rejoindre le domicile de son mari. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'au bout d'une heure de trajet en car, ils débarquèrent chez la sœur de ce dernier. Elle comprit très vite qu'il logeait chez elle depuis son divorce. Cette dernière lui avait accordé une chambre au niveau de la terrasse, sur le toit de la maison. C'était là qu'ils passèrent leur première nuit de jeunes époux, à son grand désarroi. Elle a dû se contenter d'un lit à ressort qui avait bien vécu. Naïma était trop fatiguée pour réagir. Au fil des jours qui passèrent, elle se rendit compte que son mari n'avait pas de travail. Il vivait au crochet de sa sœur. Naïma était absolument furieuse de la supercherie. C'est comme si elle avait senti le traquenard quand elle avait demandé à son père un délai de réflexion. En fait, aucune vérification n'avait été faite sur la situation de son mari.
Dès les premières semaines, son mari lui demanda d'aller chercher un travail pour contribuer au foyer. Elle, qui n'avait jamais travaillé avant parce que son père ne le souhaitait pas, refusa catégoriquement. Il était hors de question qu'elle nourrisse cet homme, qui s'était comporté de la pire façon. Elle sauverait sa peau, mais pas celle de ce mufle. Après 2 mois passés dans ces conditions, elle commença à réclamer à son mari de retourner chez ses parents. Quand elle osait évoquer le sujet, Hichem devenait extrêmement violent et s'y opposait catégoriquement. Sauf qu'un soir, Naïma entra elle-même dans une rage extrême, menaçant de se jeter du toit s'il continuait à s'y opposer. Il finit par abdiquer, et le lendemain, elle se réveilla aux aurores pour ramasser ses affaires. Elle prévoyait de prendre le premier car qui partirait en direction de son village. Ces menaces lui avaient sauvé la vie, en tout cas, l'avaient sortie de ce taudis qu'elle ne pouvait plus supporter. Heureusement, elle avait sur elle quelques petites économies. Le peu d'argent qu'elle avait reçu à Ashura lui permettant d'acheter son ticket de retour. Pendant le trajet, qui dura un peu plus d'1 heure, elle avait versé toutes les larmes de son corps. Elle ne savait dire si c'était de la tristesse ou de la joie. En arrivant chez elle, dès qu'il la vit en pleurs, son père arbora une mine d'enterrement. Il présageait une mauvaise nouvelle. Naïma s'empressa de lui expliquer la situation, la raison de son retour chez son père et son souhait de se séparer de cet homme dont elle ne souhaitait rester l'épouse à aucun prix. Il s'était passé à peine 3 mois depuis sa nuit de noces, mais cela lui avait semblé une éternité. Elle était tellement soulagée de revenir en terrain connu et protégé. Au fil des heures qui suivirent, Naïma comprit très vite que son père n'allait être d'aucune aide dans le divorce. Elle ne pouvait désormais compter que sur ses propres forces, mais elle était déterminée à se sortir d'affaire. Dès le lendemain, elle se renseigna autour d'elle et comprit qu'elle pouvait engager le khul, une procédure légale qui lui permettrait de demander le divorce en remboursant le montant de la dot à son mari. Elle était capable de prouver devant le tribunal que son mari n'a ni maison ni travail et surtout qu'il avait menti sur sa situation. Parallèlement, ce qu'elle était loin de mesurer, c'est que tant qu'elle n'obtiendrait pas le divorce, elle resterait soumise à l'autorité de son mari. Ce dernier lui faisait donc des visites régulières, au cours desquelles il prenait un malin plaisir à exercer son pouvoir sexuel avec toujours autant de bestialité. Elle avait fini par s'habituer, et elle essayait de penser à autre chose, de détourner son esprit. Cela ne durait rarement plus que quelques minutes. Une voisine l'avait enjoint de se procurer une pilule contraceptive pour se protéger d'une malencontreuse grossesse. Au moins, en attendant, ce minable ne pourra pas l'engrosser. C'est ce qu'elle se répétait en enrageant. Elle subit ce petit manège pendant quelques années, et jusqu'à ce que son divorce fût enfin prononcé, après qu'elle eut mené toutes les démarches et réuni le montant de la dot. Naïma était tellement heureuse le jour où elle obtint ce bout de papier qui allait la libérer définitivement. Dans les jours qui suivirent, elle ne se sentit pas bien. Elle avait des nausées dès le réveil, qui ne la quittaient qu'après qu'elle eut pris son petit déjeuner. Elle ne comprit que 2 mois plus tard, en allant faire un test sanguin que lui avait recommandé Habiba, qu'elle était enceinte. Et pourtant, elle avait bien pris la pilule, sauf qu'elle ne la prenait que les jours où elle avait des rapports avec son ex-mari. Personne ne lui avait dit qu'il fallait la prendre sans interruption. C'est ainsi que Karim fut conçu. Il était le fruit d'un malentendu. Maintenant qu'il était là, elle allait le garder, alors même qu'elle aurait pu envisager d'avorter. Mais cela était hors de question. Elle ne pouvait intenter à cette vie fétale, c'était désormais son destin. Sa belle-mère lui fit comprendre qu'elle ne pouvait plus l'héberger, son père étant incapable de s'opposer à la décision de sa femme. Et c'est ainsi qu'un matin, elle quitta le logement familial, la mort dans l'âme, pour s'installer chez une cousine éloignée dans la Médina. Naïma entamait alors son 7e mois de grossesse.